Merci, Monsieur Fiedler, pour sa présentation. Bien sûr, nous venons de l'entendre, la rentabilité, c'est important, mais également l'écoulement du vin. Il est important que du vin soit consommé, du vin de bonne qualité, bien sûr, toujours avec modération, mais 2020, ce n'était pas la meilleure année pour écouler les stocks de vin et nous saluons maintenant Claire Sertic qui va nous parler des conséquences de cette fichue année du Covid sur le secteur et les initiatives malines des vignerons pour faire face aux conséquences de cette crise. Claire. Chers vignerons, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour l'invitation à participer à la première journée en ligne de la viticulture, les conséquences de la Covid sur l'écoulement du vin et initiative maligne des vignerons pour faire face à la crise. Voilà le titre de mon intervention. Bien sûr, je vais faire une rétrospective sur une année très particulière, 2020. Les conditions pour discuter des conséquences complètes sur le secteur viticole ne sont pas faciles parce que nous ne disposons pas encore de chiffres complets pour l'année 2020 et la fin de la crise n'est pas à l'horizon, malheureusement. Néanmoins, j'ai accepté ce défi et je vais vous parler de l'analyse du secteur du vin au Luxembourg et au niveau international. Des premiers constats peuvent être tirés. Alors, la structure de ma présentation, je vais faire une petite chronique de la crise 2020 du Corona, le Luxembourg, et puis je vais rassembler les différentes pièces du puzzle. Ensuite, nous allons jeter un coup d'œil au monde du vin international avant de nous consacrer au marché luxembourgeois. Après cette analyse, je vais vous parler des initiatives qui ont été menées et des opportunités qui se sont offertes. Nous allons parler également de bonnes pratiques et puis je tirerai une conclusion, je ferai un constat. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir après ma présentation. Alors, une rétrospective 2020 en images. Bien sûr, j'ai tenu compte des décisions ayant eu une influence sur le secteur du vin et je ne vais pas maintenant entrer dans le détail de considérations scientifiques. Le 29 février, le premier cas positif a été détecté au Luxembourg et puis les choses se sont bousculées. L'objectif, c'était d'éviter rapidement des rassemblements. Et ainsi, le 11 mars, des événements rassemblant plus de 1000 personnes ont été interdits. Le 15 mars, quelques jours plus tard, tous les restaurants et tous les cafés ont dû fermer. Les caves à vin des vignerons étaient concernés également. Il n'était plus possible d'accueillir des clients, de proposer des dégustations de vin. Premier confinement, les sorties ont été strictement limitées. Les supermarchés sont restés ouverts et ainsi les vignerons ont pu continuer à vendre du vin et du crément. Et bien sûr, le contact direct avec le vigneron n'était plus possible, mais une livraison sans contact, oui. Pendant les 3 mois qu'a duré l'état de crise, les mots-clés étaient la distanciation sociale, télétravail et visioconférence. Et suite à l'évolution numérique, suite aux conséquences pendant la crise, j'y reviendrai un peu plus tard parce que c'est un volet important ici. Alors, à la mi-avril, le monde a commencé à tourner à nouveau, mais en même temps, il a été annoncé que les grandes manifestations resteraient interdites jusqu'à fin juillet. Jusqu'au 27 mai, les restaurants sont restés fermés, donc presque 11 semaines, et ce n'est que sous des conditions très strictes que ce secteur a pu rouvrir ses portes. La distanciation sociale restait d'actualité et il n'était possible de se réunir qu'en petit nombre, pas de grandes fêtes, que ce soit au niveau privé, des fêtes anniversaires, des célébrations de mariage ou des barbecues en été. Il en allait de même pour le secteur public, des concerts, des fêtes de village, etc. ne pouvaient pas
se tenir. En automne, la deuxième vague est arrivée. Des infections à la hausse, le gouvernement a mis en place des règles plus strictes qui ont affecté la sphère privée et publique. Le 26 novembre, deuxième fermeture des restos et des bars. Un mois plus tard, fermeture des commerces non essentiels. Cependant, les boissons alcoolisées étaient exclues de cette fermeture. Une nouvelle année est arrivée, mais la normalité n'est pas intervenue. Petit à petit, quelques assouplissements ont été accordés le 11 janvier, mais le secteur HoReCa reste fermé. Alors, le fait qu'une pandémie globale ait des conséquences sur le secteur viticole, ce n'est pas surprenant. L'ensemble du marché du vin a été affecté par cette crise. Alors, les mesures sanitaires, la fermeture de l'HoReCa, l'absence de touristes venant d'étrangers et l'évolution des habitudes de consommation également. Dans une étude organisée par l'université de Geisenheim, on est arrivé au constat que le secteur du vin, donc où le chiffre d'affaires a été touché par la crise. Alors, ça dépend un petit peu du chiffre d'affaires et des canaux de distribution pour voir l'impact. Dans les supermarchés, ce sont surtout en fait les grands producteurs qui ont pu compenser une partie de leurs pertes, mais presque 60% des plus grandes entreprises qui ont participé à cette étude ont parlé de pertes économiques suite au corona. Pour ce qui est des producteurs plus petits qui dépendent de la gastronomie et du contact direct, la situation s'est aggravée pour 70% d'entre eux. Et même si certains ont pu vendre en ligne, il faut dire que cela a dû être construit à partir de zéro pour un grand nombre, et donc les grandes pertes n'ont pas pu être compensées. Les pertes liées à la restauration, à l'absence de grands événements. Si l'on regarde les trois plus grands producteurs de vin, l'Espagne, l'Italie, la France, dans chaque pays, il y a un recul du chiffre d'affaires en termes quantitatifs et en termes de valeur. En France, par exemple, France Agrimaire fait état de grandes pertes. Pendant la crise, les Français ont consommé moins de vin et ont consommé moins cher également. Le plus grand défi pour le marché du vin français, ce n'était pas le marché local, mais c'était plutôt le marché de l'exportation. La France est le troisième exportateur de vin après l'Espagne et l'Italie, et donc là, le chiffre d'affaires lié aux exportations a diminué de 10%, voire moins 22% en termes de chiffre d'affaires, ce qui représente une perte ou un recul de moins 0,7 milliards d'euros. C'était surtout les marchés américains et chinois qui ont rendu la tâche difficile aux producteurs français. Aux États-Unis, il n'y avait pas que la crise du corona, mais également la pénalité que Trump a imposée au vin. Donc un recul de 45% pour la Chine et de 20% pour les États-Unis. Et puis la consommation de vin est très réduite en Chine parce qu'en Chine, le vin est un produit prestigieux qui est consommé lors d'événements particuliers qui n'ont pas eu lieu en raison de la pandémie. Autre statistique de l'Allemagne maintenant. Alors, vous voyez ici en bleu les vins tranquilles, en noir les vins mousseux. Alors, nous voyons sur ce graphique que le chiffre d'affaires moyen a reculé considérablement en 2020, une diminution de 150 millions de litres et les quantités normales ne seront atteintes à nouveau que en 2025. Des effets, bien sûr, sur le marché du vin au Luxembourg. Un recul de moins de 18%
de la consommation de vin et de créments. L'explication est évidente. Le vin, mais surtout les créments, ce sont des produits qui sont consommés dans un contexte social, dans un contexte de convivialité. Et le crément a été fortement affecté par la crise, parce que la crise du corona est une crise de la convivialité. Et l'on constate cela également dans le secteur du champagne, une diminution de 30%. En même temps, les marchés de l'exportation qui était en recul de manière générale, mais pas pour le Luxembourg. Là, le Luxembourg a augmenté ses exportations de 3%. Alors, sortir renforcé d'une crise. Le secteur du vin est confronté à de grands défis et il est important de comprendre les risques, mais également les opportunités de cette crise pour pouvoir réagir. Alors, si on fait une analyse risque-opportunité, le plus grand risque, c'est d'avoir moins de chiffre d'affaires et de générer donc moins de chiffre d'affaires. Donc la fermeture de l'ORECA et de l'événementiel, parce que dans ce cadre-là, beaucoup de vins et de créments sont consommés. L'absence de contact avec les clients, des salons, des messes de dégustation qui ont été annulées. Et comme la crise a touché tout le monde, la situation sur le marché est tendue. Chacun essaie de stabiliser sa part de marché, voire de l'accroître. En même temps, des opportunités se sont présentées également en termes de numérisation, donc réfléchir à de nouveaux canaux de distribution et maintenant, il est remis en question les modèles qui ne reposent que sur un seul modèle de distribution. Alors, il y a des possibilités maintenant de créer un contact direct avec le client pour gagner la confiance des consommateurs finaux. Et puis, de nouvelles idées, de nouveaux concepts de commercialisation ont pu être élaborés pendant ce temps d'arrêt. La numérisation a joué un rôle clé, ça a déjà été dit. Et l'étude de l'Institut du vin, les vignerons et les producteurs ont indiqué avoir complètement revu leur stratégie de commercialisation. L'accent a été mis sur des canaux de distribution en ligne. 60% des participants à cette étude ont indiqué qu'ils ont intensifié la communication avec les consommateurs via les réseaux sociaux, notamment. Et d'après cette étude, un quart des domaines viticoles et un dixième des vendeurs ont ouvert une boutique en ligne. Et au Luxembourg, les vignerons ont recherché le contact direct avec le client, vu que les messes, les salons avaient été annulés. Alors, il y a eu l'initiative Meet Our Local Wine Growers et 24 vignerons se sont présentés, ont présenté leurs produits dans le cadre de cette initiative et plus de 270 000 clics ont été générés sur la page Facebook de Vin et Créments. Dans l'ensemble, la communication numérique a été l'aspect clé pendant cette crise. En 2020, c'était l'année la plus importante en termes de promotion de vin et de créments. Il fallait surtout garder le contact avec le client. Des symbioses ont été établies avec des restaurants et des vignerons et donc une sensibilisation des clients vers des produits locaux a été menée à bien. Alors, des colis de dégustation ont été proposés, sans contact, bien sûr, avec livraison gratuite la plupart du temps, ou alors des dégustations en ligne. Et les consommateurs étaient très ouverts à tout type d'initiative. Ensuite, vacances d'Oheim, restez chez vous en été, tout cela était positif pour le secteur du vin. Les amateurs de vin se sont mieux familiarisés avec leur pays, avec les offres existantes. Alors, tous les marchés mondiaux du vin ont subi une certaine pression. Des menaces ont plané sur le secteur du vin, mais qui vont au-delà du secteur du vin. Et il y a bien sûr le changement climatique et la politique de santé qui étaient un petit peu moins à l'avant-plan. Alors oui, les conséquences négatives de la crise
du Corona sur les revenus des consommateurs également. Alors peut-être que les clients seront plus sensibles au prix à l'avenir. En même temps, l'on espère qu'il y ait une demande plus forte pour des vins locaux et de qualité et durables. Et donc les nouvelles adaptations étaient nécessaires pendant la crise et n'ont pas été réalisées en vain. Merci. Et en apprenant les gestes barrières, voici un nouveau geste. Apprenez le geste qui peut sauver des milliers de viticulteurs et vous protéger en même temps. Et maintenant, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Oui. Je vois la baguette sur cette image, cela me fait sourire. Une question. Donc, recul de la consommation de vin, le crément a été touché le plus et ce serait dû à une absence d'événements. Bon, c'est un peu simplifié, c'est peut-être vrai, mais serait-ce possible d'analyser cela de manière plus détaillée? Je peux m'imaginer que le crément est consommé par des personnes qui ne sont pas tellement amatrices de vin, peut-être plus lors d'événements que dans le cadre familial, mais l'amateur de vin continue à consommer du vin à domicile. Pourquoi ce recul tellement important du crément? Ou alors est-ce une question de prix? Peut-être pas une question de prix, mais bon, je pars du principe qu'un connaisseur, qu'un consommateur habituel, crise ou non, continuera à consommer du vin à la maison. Et le crément est souvent proposé dans des événements publics, des rencontres sportives, en société, dans des événements conviviaux. Tous ces événements ont été annulés et donc l'on remarque cela. Donc il n'était pas possible de faire la fête. Et bon, peut-être qu'il y a eu tout de même quelques raisons pour faire la fête l'année dernière, mais ce n'était pas autorisé, donc finalement il y avait peu de raisons de faire la fête. Et à ce moment-là, la bouteille de crément est peut-être restée dans le frigo. Bon, si la bouteille de crément est restée dans le frigo, ce n'est pas tellement dramatique parce qu'elle a été vendue ou a été achetée à ce moment-là. How can agricultural innovation be taken to the next level? A highly efficient, reliable, and intelligent tool is the key. This is the DJI Agris T16. The Agris T16 was designed from the ground up. It features 6 rotors, an RTK dual redundancy system, and an avionic redundancy system. It has a payload of up to 16 liters, a spray rate of up to 4.8 liters per minute, and 8 sprinklers work perfectly with the downward airflow, resulting in an impressive spraying effect. It has a spray width of 6.5 meters, which can cover an area of 10 hectares per hour. The multi-aircraft control mode functions with the FPV camera as well as an HD video transmission system with a range of up to 3 kilometers, ensuring flight safety and boosting spraying efficiency. Thanks to the all-new modular design of the T16, both the spray tank and batteries are easily swappable, which significantly improves operational efficiency. Its core module has a rating of IP67, making it easy for maintenance. The foldable aircraft arms are convenient for storage and transportation. A new battery management system and a 2600-watt 4-channel intelligent battery charger increase charging cycles by 100%. When flying in complex farmland environments, the onboard DBF imaging radar empowers the aircraft to fly over varying terrain intelligently. When encountering an obstacle, the T-16 detects the obstacle's orientation and the distance to it.
automatically planning a flight path to circumvent the obstacle. Pilots can view the live video feed and adjusted route on their remote controller. After circumventing the obstacle, the T-16 will automatically resume spraying. To target unevenly distributed fruit trees and varying heights, the T-16 comes equipped with intelligent solutions. With the Phantom 4 RTK, users can perform centimeter-level scanning of the orchard. Then, DJI Terra conducts 3D mapping of the scanned area. With its AI technology, Terra can also generate 3D flight paths for more efficient planning. With the help of the RTK centimeter-level positioning system, the T-16 is capable of flying precisely along flight paths while accurately adjusting its spray rate according to tree distribution, reducing the pesticide dosage. The DJI Agris T-16 delivers more efficient, reliable, and intelligent solutions, pushing the boundaries of crop protection. It lifts agricultural efficiency to new heights, opening more possibilities for the future of agriculture.